Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à l'avant-dernier épisode de Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. À soir, ça va faire mal, ça va être violent, ça va être sanglant, vous tiendrez pas en place, ça va être écœurant. On a un grand classique, un film qui a parti beaucoup de débats. À soir, on va se faire arracher la face avec des barres à clous, on va se faire violer par tous les orifices. Ça serait dommage de mal commencer une si jolie soirée. Et on va avoir droit à une revengeance. Puis là, je parie que vous me voyez venir. On s'en va voir la bande-annonce. It rests on 13 acres of earth, over the very center of hell. Here is the first motion picture to offer to the daring a look into the final, maddening space between life and death. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Sights and sounds far beyond anything you've tested. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie. Last House on the Left. Un événement international. Oh oui, aussi connu sous le nom de La dernière maison sur la gauche, Anniversaire macabre dans sa traduction au Brésil, Grim Company, Krog and Company, Night of Vengeance, Sex Crime of the Century, L'ultima casa a sinistra en Italie, Mondo Brutal en Allemagne. Il y a eu beaucoup de titres, mais on va y revenir. C'est un film qui est sorti le 30 août 1972 aux États-Unis avec un budget de 90 000, tourné un peu partout à New York et au Connecticut en 21 jours. Ça a été réalisé par Wes Craven, hein? Tout le monde connaît Wes Craven. Ça a été produit par Sean S. Cunningham, moins connu par exemple. C'est un producteur, il a produit Friday the 13, il a produit aussi Deep Star 6, Freddy vs. Jason, il a produit House. Il a produit aussi The Horror Show. Mais Craven, bon, tout le monde le connaît, mais qu'est-ce qu'il a fait, hein? Last House on the Left, c'est son premier long métrage. Il a réalisé aussi ensuite The Hills Have Eyes en 77, Deadly Blessing en 81, Swamp Thing en 82, Hills Have Eyes 2 en 84, The Nightmare on Elm Street, aussi connu comme Les Griffes de la Nuit. Ça, c'est la cassette bêta. J'ai aussi une réédition VHS. Puis j'ai même le gant.
Qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre? Il a fait aussi Deadly Friends en 1986, Shocker en 89, le très étrange People Under the Stairs en 91, bon, Freddy, celui qui a fait Freddy's New Nightmare en 94, la série Scream, donc 96, 97, 2000, 2011, 2015, 2018, ça finira plus cette histoire-là. Et plein d'autres boosts, parce qu'aujourd'hui, il fait plus grand-chose de bon, je trouve. Les acteurs du film de ce soir, on a Sandra Peabody, créditée pour le film comme Sandra Cassell, hein, parce que il y a pas beaucoup de monde qui ont donné leur vrai nom pour ce film-là. Son second rôle est son plus grand, joué aussi dans Voices of Desire en 72, Filthiest Show in Town en 73, une extra dans Legacy of Satan en 74, donc juste des grands films, tu sais. On a aussi Lucy Grantham, son seul rôle, sinon elle a montré ses fesses dans quelques loops érotiques. On a David S a eu une carrière musicale depuis 57 sous le pseudo David Hill. C'est lui qui signe la musique de Last House on the Left. Il est décédé en 2011 à l'âge de 75 ans. Last House, c'était son premier film. Après ça, il y a eu 36 autres rôles, dont Naked Prey, a.k.a. The Hitchhiker, avec Franco Nero en 77. House on the Edge of the Park, un autre Video Nasties de 80 de Ruggero Deodato. Il a fait Swamp Thing de Craven, Body Count, ils sont là. Body Count, un excellent film de Ruggero Deodato de 86, un slasher assez classique, Homicide in Blue Light de Alfonso Brescia en 91, Jonathan of the Bears, un film de Enzo G. Castellari avec encore Franco Nero en 94. Il a même fait jouer dans Zombie Nation en 2004 de Uli Lommel. On enchaîne. Il y a aussi Fred Lincoln. Il est plus qu'un acteur. C'est en fait un réalisateur de porn. Réalisé plus de, attention, 320 films porno, une douzaine par année. Il a joué dans 9 films softcore avec Last House. Il y a aussi Jeremy Rain, seulement 3 rôles, dont The Abductors en 72, l'histoire de cheerleaders kidnappés qui sont revendus au marché noir d'esclaves blanches. Mais bon, le synopsis du film de ce soir, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. On y va pareil pour les néophytes. Donc, 2 jeunes filles sortent pour fêter le 17e anniversaire d'une d'entre elles. Tentant d'acheter du pot à un jeune homme dans les bas quartiers, elles vont être enlevées par la bande de Krug, un sadique recherché par la police, qui va leur faire subir les pires sévices et humiliations. Une soirée qui va vite tourner au viol et au massacre. Mais ce que Krug ne sait pas, c'est que dans la dernière maison sur la gauche, la vengeance l'attend. Damn right. Vous avez deviné, le film de ce soir est un rape and revenge. Il va y avoir du viol, mes chanceux. Qu'est-ce qu'un rape and revenge? C'est simple. C'est toujours la même chose. L'horreur du viol suivi de l'extase, de la vengeance. C'est toujours des films très durs, on le devine. Hein? Il me demande quel est le crime sexuel le plus dégueulasse, le plus ignoble qu'on ait jamais commis. Hé, Sadie, à ton avis, c'était quoi le crime sexuel du siècle? Ta gueule. Parmi les meilleurs, il y a aussi I Spit on Your Grave, aussi un Video Nasties qu'on va voir dans la 3e saison, mais aussi Thriller, A Cruel Picture que je vous propose, aussi connu sous le titre They Call Her One Eye, qui aura inspiré Tarantino dans Kill Bill notamment, un film de 1973, un film extrêmement violent. Nous relançons le débat sur le viol. Dans les films de Rape and Revenge, la vengeance est perpétrée par les victimes survivantes, mais ce soir, il y aura pas beaucoup de survivants. C'est les parents de la fêtée qui vont se transformer en animaux cruels finalement pour venger le viol de leur fille et de sa copine. Mais ces gars-là sont malades, ils sont dingues. Mais qui c'est qui t'a dit qu'ils sont dingues? Ce soir, je vous propose de regarder le film avec un œil... Faites-vous pas... Ça fesse, OK? Comme j'ai dit au début, là, attendez-vous pas
coucher avec une nouvelle flamme là en regardant ça brusque. Ça m'est arrivé et je n'ai pas eu de sexe ce soir-là. C'est un film troublant qui brusque comme pas mal tous les Rape and Revenge. Hein. Par contre, si vous avez besoin qu'on vous brasse la cabane, qu'on pisse dans votre humanité, restez avec nous, ça va faire mal. Parce que c'est tellement plus agréable de se laisser aller à être un être inférieur. Fous-moi la paix, sale chien mâle chauviniste. Fait que là, on est en 1970. Sean S. Cunningham vient de faire ses débuts avec un film éducatif, The Art of Marriage, qu'on appelait à l'époque White Coater à cause des faux docteurs en veste blanche qui présentaient des pseudo-films éducatifs comme si c'était quelque chose de très sérieux. Il y a d'ailleurs le cinéma d'exploitation qui a profité un peu de l'ouverture là-dessus parce que les White Coaters, on peut avoir des scènes de sexe extrêmement graphique parce que c'était présenté de façon éducative. Donc, il y a des films de sexploitation qui se sont essayés. Ils ont rajouté une couple de faux docteurs pour présenter les scènes de gangbang, puis ça n'a pas nécessairement passé. Si Dieu avait voulu que les femmes se promènent avec leur buste exposé, je ne vois pas pourquoi il aurait inventé les soutiens-gorge. Quoi qu'il en soit, Cunningham se fait approcher par Hallmark Releasing à ne pas mélanger avec la compagnie de cartes de souhait Hallmark. Là. Ça n'a rien à voir. Ils lui ont offert de refaire son film The Art of Marriage en meilleure qualité. Ils l'ont renommé Together et ça a fini en gros drame cochon, presque de la softcore. Anyway. Wes Craven, à l'époque, sans emploi, il est engagé pour synchroniser les dailies, c'est-à-dire synchroniser le son avec les images qui ont été tournées pendant la journée sur le plateau du film de Cunningham. Éventuellement, ils ont monté le film ensemble puis ils sont devenus des amis bien proches. Avec un budget de 10 000, Hallmark a trouvé qu'ils avaient fait une belle job ensemble et a demandé à Cunningham et Craven de leur pondre un autre film. Mais cette fois-ci, Hallmark voulait un film d'horreur. Il voulait un film qui fesse avec la nouvelle vague qui rentrait. Le budget allait être de 90 000. Cunningham à la production et Wes Craven comme scénariste et réalisateur. The Last House on the Left donc a été écrit en 1971 par Wes Craven. Donc, le scénario original était très hardcore. Il faut que jeunesse se passe. Et toute l'équipe en était très consciente. C'était supposé être un film de porn hardcore, mais avec du faux sang, genre. Ce serait dégoûtant, non? Tous se sont lancés dans le projet avec l'intention de rendre le scénario comme il était écrit, mais à un moment donné, sur le plateau, t'as des scènes où t'as Jeremy Renner qui lisait le scénario, il lit que son personnage... il doit arracher le mamelon de Sandra et le manger. Il va voir Wes Craven puis il dit je peux pas faire ça là. Wes Craven d'approuver finalement. Ils ont décidé, ça a été une dure décision, mais ils ont décidé d'opter pour une version un peu plus soft du scénario, réalisant ce qui tournait était peut-être un peu trop extrême. Hein. Cette version du scénario a porté le nom de Night of Vengeance et elle aura jamais été tournée finalement, la version hardcore. Surtout vous inquiétez pas. Ce qu'on veut, c'est juste un peu de compagnie féminine. Seulement, il y a des courts extraits de scènes coupées visibles dans le court documentaire Celluloid Crime of the Century qu'on retrouve sur la copie DVD de Blue Underground. Une grande partie du scénario, donc, pour s'adapter, a été improvisée directement pendant le tournage. Dans l'histoire du cinéma d'horreur, Last House on the Left marque un tournant important au sein de son évolution, surtout en termes de représentation de violence extrême. Tel que Night of the Living Dead, le film reflète une vision acerbe de la vie américaine en pleine émergence à la fin des années 60, dont l'impopularité de la guerre du Vietnam, l'agitation civile, le massacre de Charles Manson, les violences d'Altamont, c'était effervescent. Hein? Je suis pas contre les rigolades, mais avoir enlevé ses filles, c'est de la folie. C'est un acte criminel. C'est donc un Wes Craven frustré qui écrit ce scénario dans l'intention de créer un film qui reflétait une histoire vraie, une violence vraie, dans toute son horreur et à l'état brut. C'est un peu pourquoi c'est un film important et si marquant. Peut-être que ça devait être fait pour faire évoluer le cinéma, de même que tester les limites du spectateur face à des niveaux d'horreur auxquels il s'attend pas.
C'est un petit chef-d'œuvre de l'horreur parce que 40 ans après, il réussit encore à nous brusquer puis à nous troubler. C'est un film qui nous marque au fer rouge qu'on n'oublie plus. C'est certain aujourd'hui que les limites ont été dépassées à plusieurs reprises, mais en 72, personne n'était prêt à se plonger dans d'autant d'atrocités et de violences sexuelles. Ça m'ennuierait qu'on mette du sang par terre, que ça ferait pas propre. Déjà, l'esthétique est troublante, surtout en VHS. Ça ajoute une couche de crédibilité. Côté technique, c'est primitif. C'est presque un film étudiant. Le cadrage est pas toujours à son meilleur. Les acteurs sortent du cadre. La caméra statique est un peu ennuyante même et peu intéressante. Mais c'est pas tout. Craven avance que son scénario se voulait une relecture ou un remake réinventé du classique de Ingmar Bergman, The Virgin Spring. Mais tout ça en théorie seulement. C'est sensiblement la même histoire, je l'accorde, mais il existe plein d'autres films qui ont la même ligne directrice, dont beaucoup de westerns, mais bon, I Spit on Your Grave, hein, qui se veut un peu un rip-off de Last House on the Left, mais aussi Annie Colder, The First Lady Gunfighter avec Raquel Welch, ou Late Night Train, un film italien, House on the Edge of the Park, aussi avec David S. Aussitôt que tu as un viol sadique dans ton film, fais attention, ça va brasser chez les censeurs. The Virgin Spring, par contre, se passe au 13e siècle. Ça n'a pas le même effet, la même violence à l'écran. Hein. Puis de toute façon, dans Last House, le fait que ce soit les parents qui s'organisent puis qui deviennent les vengeurs brutaux, bien organisés, c'est peu crédible. Hein. La musique a été donc, comme j'ai dit plus tôt, composée par David S., l'acteur qui joue Krug. Vous remarquerez qu'il y a toujours un grand contraste avec la musique puis ce qui se passe à l'écran. Par exemple, lorsqu'on traîne les deux victimes en voiture puis qu'on les plonge dans la campagne, ils se sauvent de la ville, s'en vont en campagne, la musique est super upbeat, c'est presque comique, ça swing. C'est un grand phallus. Phallus. Et ce genre d'effet est généralement utilisé dans le film un petit peu pour ridiculiser ou peut-être déshumaniser la violence qui est à l'écran. Drôle de décision, c'est doublement plus troublant au contraire, je trouve. La direction sec et détachée de Craven donne un style presque cinéma-vérité qui crée une ambiance glauque, quasi accidentelle de snuff film. Il n'y a pas de fantaisie, c'est réaliste. C'est pas présenté de façon cartoonesque du tout. Même dans les yeux du tueur, on peut voir à un moment donné, ils sont en train de réaliser toute l'horreur qu'ils sont en train de faire. Puis on dirait qu'il y a un petit regret. C'est pas dit plus que ça. Ça se voit vraiment juste par les yeux des acteurs. Vous le manquerez pas, juste après le viol de Sandra. Un film d'exploitation surprenant pour son très maigre budget. Les performances de ces acteurs inconnus sont très puissantes, surtout avec la violence qui y règne. Hein. David S. et Fred Lincoln étaient tellement dans leur personnage, il paraît, qui ont fait peur à l'actrice Sandra Peabody. S'est même sauvée du plateau à un moment donné pendant le tournage. Cunningham, le producteur, a été obligé de la retracer, d'aller la retrouver dans le village avoisinant et de la convaincre de revenir sur le plateau pour terminer le tournage. Donc la peur qu'on voit dans les yeux de Sandra dans la scène de viol est bien réelle. Elle a peur pour vrai. Et si elle ne fait pas exactement ce que je lui dis de faire, alors ce sera à toi d'agir. Tu découperas son ami.
Krug, par exemple, est un personnage bien puissant. Il fait peur par son absence de sympathie. C'est pas pour rien que David S. a repris son personnage dans le film Hitchhike, aussi connu comme Naked Prey en 77, et dans House on the Edge of the Park, aussi un Video Nasties, et que Wes Craven a ressorti un peu son personnage, un petit clin d'œil à Krug, en appelant son monstre dans Nightmare on Elm Street Freddy Krueger. Ben oui, t'as pas remarqué? Parlons un peu du marketing. Il y a eu une grosse job de marketing sur Last House on the Left. Le premier titre du film a changé à plusieurs reprises avant de finalement s'arrêter sur La dernière maison sur la gauche. Ils l'ont sorti sous le titre Sex Crime of the Century, sans succès. Ils l'ont remonté un peu, ils l'ont renippé, ils l'ont renommé Krug et Company. Et enfin, encore changé de titre pour The Men's Room, juste parce que sur une des affiches, on pouvait voir les toilettes des hommes. Ils se sont arrêtés sur The Last House on the Left, donnant l'impression que c'est le genre de chose qui peut arriver à côté de chez vous, sur ta rue. Quelqu'un a proposé dans la campagne de publicité aussi une phrase qui passera à l'histoire. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie. Mais dans la réalité, cette ligne avait déjà été utilisée 2 fois pour le Gorefest Color Me Blood Red de Urchel Gordon Lewis en 64. Attends, es-tu là? Ah oui, je l'ai juste ici. Color Me Blood Red. Woot woot. Puis aussi, il a été utilisé pour le film Straight Jacket de William Castle en 65. Straight Jacket. Mais les légendes abondent sur la provenance de cette ligne au sein de la production. Sean Cunningham avance que la personne qui aurait fait la suggestion avait regardé le film de Last House on the Left avec sa conjointe, puis tout le long, elle se cachait les yeux, puis il répétait « It's only a movie, it's only a movie ». Mais ça a été démenti par la suite. Tout le monde s'arrache le poste de celui qui a eu cette idée-là, finalement. Tu racontes des histoires? Ouais, t'as raison. Sous le nouveau titre, avec la nouvelle campagne plus accrocheuse de It's Only a Movie, le lancement a été un succès massif en salle. Une campagne tellement populaire que par la suite, la tagline It's Only a Movie a été récupérée par d'autres films tels que Last House on Dead End Street. It's only a movie. It's only a movie. Remember, it's only a movie. Dead End Street. Rated R. Mark Kermody, un critique bien populaire british, a déjà dit que tout en étant un film un peu maladroit, son sujet est durement horrible, sombre et affreux, et sa notion de violence qui engendre la violence sort de l'écran de façon très odieuse, ce qui en fait un film très important dans l'évolution du cinéma d'horreur américain à cause des événements qui ont influencé et entouré la création du film, comme par exemple les images de la guerre du Vietnam ou les meurtres au téléjournal. La ferme, petit con. J'aurais dû te tuer tout à l'heure. La ferme. T'es pire que ta saloperie de mère. Toutefois, vous vous en doutez, le film a soulevé énormément de controverses. Last House est parmi les films les plus débattus encore aujourd'hui. Il s'est vu refuser une certification pour la diffusion en salle par la BBFC au Royaume-Uni en 1974 pour des raisons de sadisme et de violence extrême sexuelle. There must be people that censor these things. There's certain things you're not supposed to show, and all sorts of mythologies are concocted to enforce that, that this is going to be harmful to children, or this is, I don't know what, but I think it's really there are certain truths that are so painful and ugly that people don't like them to be aired. Craven a soumis le film pour la certification à 3 reprises. Après le premier refus, il a retiré 10 minutes d'extrait, mais c'était pas assez. Il retourne une 3e fois après avoir retiré environ 20 minutes du film, et c'était toujours pas assez. Il a donc décidé de remettre toutes les scènes dans le film. Il a demandé à un ami qui travaillait apparemment à la BBFC de recevoir un sceau authentique classifié Rated R. Il l'a ajouté à la pellicule et il a sorti son film comme si de rien n'était.
Je veux que tu prennes le revolver. Et je veux que tu le mettes dans ta bouche. Et je veux que tu te fasses péter la cervelle. Non. Péter la cervelle, Non. tu entends? Péter la cervelle. Selon Wes Craven, la production a dû, par contre, monter un bureau... Ça, c'est malade. Ils ont dû monter un bureau d'editing de fortune pour restaurer les bobines de films qui étaient de retour des cinémas parce que chaque propriétaire de cinéma faisait ses propres coupes dans la pellicule. Fait que les bobines revenaient des cinémas complètement tronquées et incomplètes. L'équipe était obligée de remonter les pellicules eux-mêmes à chaque fois. Certains propriétaires ou projectionnistes en maudit et outrés du film ont même renvoyé leur pellicule en 1000 morceaux complètement déchiquetés. Craven a dit en entrevue que certaines personnes avaient été tellement choquées par le film qu'ils volaient même des bobines originales juste pour les brûler. C'est même de cette façon que certaines scènes du film sont disparues à jamais. C'est aussi pourquoi il existe une tonne de versions différentes du film d'un pays à l'autre, d'une distribution à l'autre. Certaines scènes aujourd'hui restent incomplètes, dont la séquence du viol et de lesbianisme entre les deux victimes. Pendant longtemps, tout ce qui restait de cette scène-là était une photo prise sur le plateau, mais on a retrouvé la dite scène et sans aucun son, ça a été rajouté, puis ça a été ajouté en tant que outtake sur le DVD Ultimate Edition de 3 DVD, de même que sur le Blu-ray de 2011 distribué par Metrodrome. Il existe aussi quelques photos d'une scène aujourd'hui complètement disparue de Mary dans sa chambre au début du film, complètement lue, qui lit des cartes d'anniversaire. Aussi, il y a une séquence où Sadie commet des actes sexuels sur Mary. Elle est de plus en plus rare, souvent manquante, même sur les DVD qui se disent uncut. Tu vas quand même pas te dégonfler. Mais en juin 1982, la compagnie de distribution Replay a lancé le film en vidéo sans censure, retirant toutefois des scènes avec les policiers qui pourtant ne contiennent aucune violence, mais qui servaient en plus de comic relief au film. Est-ce qu'il reste du gâteau? T'as plus d'essence, espèce de crétin. Ouais, plus d'essence. Oh, quel con. C'est le flic! Mort au poulet! Attachez vos ceintures, messieurs. Mais je me demande si être policier, c'est un métier pour moi. Il y a vraiment des jours où je voudrais être autre chose. Il restait donc que des scènes de violence extrême et de viol. Anyway, quand la compagnie Hallmark et Atlas Video a lancé le film en Allemagne, ils ont même tenté de le vendre en faisant croire que c'était un vrai snuff film. Ils ont fait une grande promotion dans les magazines puis les journaux avec une pub scandaleuse et atroce en pleine page. Le film a fait couler beaucoup d'encre et soulevé énormément de débats, cités en exemple, notamment pendant la frénésie des vidéonasties de 82 aux côtés de Cannibal Holocaust, Faces of Death et Driller Killer. Il a été ajouté à la liste des vidéonasties le 4 juillet 1983 et il a jamais été retiré de la liste. Le film est resté banni pendant les années 80 et 90, particulièrement au Royaume-Uni, berceau de la liste maudite, mais aussi en Australie. Néanmoins, le film gagnait en popularité et s'est rapidement mérité une réputation de film culte. On en parlait sans arrêt, que ce soit en bien ou en mal. Certains critiques comme Mark Kermody en Angleterre avançaient que c'était un chef-d'œuvre, pendant que la militante pour les valeurs morales et la décence religieuse, très active au niveau des médias, j'ai nommé Mary Whitehouse, fondatrice du National Viewers and Listeners Association. Elle se plaignait du danger meurtrier que le film pouvait représenter pour la jeunesse. Vous savez comment ça se passe? Dis-moi, regarde pas ce film-là, c'est dangereux et c'est le premier film que je vais avoir envie de regarder et c'est exactement ce qui est arrivé avec la jeunesse. Oh, la crème de la jeunesse américaine, elle est bonne celle-là. Ta gueule!
La compagnie Blue Underground a fait une tournée de quelques salles avec une copie non censurée en 2000 sans permis légal, recevant uniquement un permis local par la ville de Southampton avec une classification 18 ans et plus. La BBFC a donné une licence temporaire pour une projection publique à Blue Underground en juin 2000 dans la ville de Leicester en Angleterre. Mais après la projection, la BBFC a déclaré que Laughs House ne recevrait aucune forme de certification légale de leur part. Si vous ne me laissez pas sortir d'ici, je vous avertis que je vais me mettre à hurler. En juin 2002, la compagnie de distribution, finalement Blue Underground, décide d'aller en appel contre la décision de la BBFC, mais devinez qui a gagné. La BBFC. À ce moment-là, dans l'histoire, la BBFC demandait une coupe de 16 secondes supplémentaires sur une scène de violence sexuelle pour une licence borderline à 18 ans et plus. Blue Underground a refusé de couper la séquence et donc la BBFC a refusé le film. Ils ont tenté d'aller une fois de plus en appel, invitant même le critique Mark Kermody comme spécialiste du cinéma d'horreur pour démontrer l'importance historique du dit film. Mais d'après le rapport, le comité n'a pas seulement demandé un plus grand nombre de coupes, mais l'a même doublé. Jusqu'où on va aller comme ça? Le film a reçu finalement une certification 18 ans et plus avec 31 secondes de coupe à la version originale le 17 juillet 2002. Il a été rendu disponible et distribué au Royaume-Uni en DVD à partir de mai 2003 seulement. Les scènes censurées pouvaient être vues dans la section Special Feature du DVD par contre, pas à même le film. On a dû attendre jusqu'au 17 mars 2008 pour que la BBFC classifie enfin le film sans aucune censure pour la distribution en DVD. Aujourd'hui, le DVD de Blue Underground est le plus complet. Le DVD contient aussi des outtakes rares, c'est bien intéressant, de même qu'une deuxième version du film intitulée Krug & Company, la version du montage qui avait été sortie. Disons que la ligne directrice de cette version-là est moins violente, mais beaucoup plus de scénario. Ça peut être intéressant quand même. On a eu droit à un remake aussi de Last House en 2009, réalisé par Dennis Eladis, coproduit par Wes Craven et Sean Cunningham, avec des acteurs tels que On s'en balance. Les remakes sont rarement aussi bons et ou troublants que les originaux, mais c'est tout de même une preuve que c'est un film qui a laissé sa place, sa marque même, dans la pop culture. Ne bougez pas. Des anecdotes, il y a vraiment des anecdotes savoureuses avant qu'on parte le film, là. Il y a eu tellement d'entrevues. La maison de famille Collingwood dans Last House appartenait aux parents de Sean Cunningham, en fait. Et Ada Washington, la noire qui transporte des poulets dans un gros truck et qui veut pas faire de lift aux deux policiers niaiseux là vers la fin du film, c'est en fait la bonne à tout faire des parents, même que la gouvernante des parents de Sean S. Cunningham. L'acteur Fred Lincoln a dit souvent en entrevue que c'est le pire film qu'il n'a jamais fait. Je vous rappelle qu'il est acteur et producteur de porno. Fait que tu sais, hein? Tu piges. Ah, oui. Paraîtrait que c'était supposé être Martin Kove, en fait, l'acteur qu'on a vu dans Karate Kid, hein, qui devait jouer le rôle de Krug à cause de sa grosseur, mais il a décliné l'offre, préférant jouer le rôle du député comique à la place. Il a proposé donc son ami David S. pour le rôle, mais S. était beaucoup plus petit que Martin Kove. Il aurait mis du padding sous son chandail, paraît qu'il faisait très chaud. Pour faire bonne impression, il s'est présenté dans la salle d'audition presque en hurlant, puis en arrachant la porte, puis en criant « OK, je suis prêt! » pour démontrer son énergie puis sa fougue. Aussi, vous remarquerez l'enfant qui se fait péter son ballon à un moment donné par Krug, et c'est en fait le fils de Wes Craven. Il est armé et considéré comme un homme extrêmement dangereux. En 1980, on a failli faire une suite. Vestron Pictures avait engagé Danny Steinman pour écrire et réaliser le film, mais le projet est tombé à l'eau pendant la pré-production pour des raisons de droit d'auteur.
Trois groupes ont fait référence à Last House dans leur musique. Il y a The Riptides qui ont enregistré une tune rock instrumentale appelée Last House on the Left. The Dangerfields aussi qui ont une chanson appelée The Last House on the Left sur leur album sorti en 2005 Born to Rock. Dans le petit livret, on avait même un pastiche de l'affiche du film. Il existe aussi un band de deathcore qui s'appelle Last House on the Left. Et forcément, hein, c'est presque un film amateur, donc c'est pas sans faille. Il y a beaucoup de petites maladresses, des petites erreurs de montage, notamment quand Weasel et Sadie pourchassent Phyllis dans la forêt, Sadie enlève son jacket puis le pitch par terre pour ensuite disparaître, puis réapparaître, puis disparaître à nouveau. Dans la scène du cimetière, on peut voir les sous-vêtements de Phyllis. Ils sont roses avec des motifs à fleurs. Mais quelques minutes plus tard, on revoit ses sous-vêtements, puis ils sont bleus avec un autre petit motif. Vous direz que je suis pervers d'avoir vu ça, mais... ouais. À un moment donné, avant de la violer, Krug va graver son nom dans le chest de Mary avec un poignard. Mais après son viol, elle se lève puis elle a plus de sang sur son chest. Puis après, elle s'en va prier. Puis quand elle se relève de prier, le sang est de retour. Mary donne aussi son collier de hippie à Junior. Dans le plan d'après, le collier est disparu du cou de Junior. Vers la fin de la séquence de la scie mécanique, on peut voir la main d'un membre de l'équipe dans le dos de Krug. Vous remarquez ça, c'est drôle. Quand les parents de Mary trouvent son corps aussi, vous remarquerez que elle respire puis elle bouge encore. C'est parce que dans le scénario original, elle était supposée être encore vivante, puis elle était capable de décrire ses meurtriers finalement, c'est qui l'avait violée avant de s'éteindre, mais ça a été changé au montage, fait qu'elle bouge un peu puis elle respire, mais en tout cas. Est-ce qu'on ne peut plus rien faire pour elle? Non. Aussi, quand Sadie sort, elle sort à un moment donné le bras coupé de Phyllis pour faire peur à Mary. Avant qu'on voit que le bras est un bras coupé, en fait, on voit clairement que les bras bougent. Pas les bras, mais les doigts bougent un petit peu. Ce soir, vous allez être témoin d'un morceau important de l'histoire du cinéma d'horreur. Écrasez-vous sur votre sofa, barrez les portes, sortez votre couteau préféré, on va avoir un fun noir. Et oubliez pas de venir nous voir sur la page Facebook pour des photos, des bandes annonces, plus d'infos, des discussions avec vous. Des admirateurs aux quatre coins du monde, hein? Video Nasties, la liste maudite, c'est facile à trouver. Sinon, par courriel à predge@douteux.org. Et je vous rappelle que c'est l'avant-dernière de la saison. C'est le temps de m'envoyer vos demandes spéciales pour la saison 3. Peut-être qu'il y a des films que vous voulez voir avant les autres. Je peux peut-être déplacer ça. Non, mais tu nous prends pour des cons, peut-être. Arrête. Que t'es bête. Tu trouves? Voilà. Merci d'avoir écouté pendant tout ce temps-là. On vous revient pour une dernière la semaine prochaine. Sur ce, bon film. Voici Last House on the Left. Ça va faire mal. Installez-vous bien, on va faire un long voyage. Allons-y.